Vous savez ce qui est fascinant? Dans cette société hyperconnectée où chaque moment de silence est perçu comme une anomalie, il existe des individus qui choisissent délibérément de s'éloigner. Pas par peur, pas par incapacité, mais par une compréhension profonde de quelque chose que la plupart des gens n'osent même pas examiner. Et si je vous disais que ces personnes ont peut-être déchiffré un code psychologique que Jacques Lacan, l'un des esprits les plus brillants et controversés de la psychanalyse, a passé sa vie à étudier? Un code qui révèle une vérité inconfortable sur la nature même de nos interactions sociales et sur ce qui se cache réellement derrière notre besoin constant d'être entouré. Lacan disait quelque chose de profondément perturbant. Le désir de l'homme est le désir de l'autre. Ce n'est pas une simple observation philosophique. C'est une dissection chirurgicale de notre psyché. Nous passons notre existence à courir après la validation, la reconnaissance, l'approbation de ceux qui nous entourent. Nous construisons nos identités non pas sur ce que nous sommes réellement, mais sur le reflet que nous voyons dans les yeux des autres. Nous devenons des miroirs vivants, reflétant les attentes, les normes, les désirs de cette entité collective que nous appelons société. Mais ceux qui préfèrent la solitude, ils ont brisé ce miroir. Et ce que cela révèle sur leur psychologie est absolument extraordinaire. Pensez à la dernière fois où vous avez annulé des plans pour rester seul chez vous. Vous souvenez-vous de ce sentiment? Ce mélange étrange de soulagement immédiat suivi d'une vague de culpabilité insidieuse. Cette culpabilité n'est pas le fruit de votre imagination. Elle est le produit d'un conditionnement social si profond, si ancré, que nous le confondons avec notre propre voix intérieure. La société vous a appris que la solitude est un échec, que si vous n'êtes pas constamment entouré, diverti, engagé dans des interactions sociales, alors quelque chose ne va pas chez vous. Vous êtes défectueux, incomplet, anormal. Mais voici ce que Lacan comprenait et ce que la psychologie moderne confirme avec une clarté cristalline. Cette narrative est une construction, un artifice, un mensonge collectif que nous nous racontons parce que la vérité est bien trop dérangeante à affronter. La vérité, c'est que la plupart des gens fuient la solitude non pas parce qu'ils aiment vraiment la compagnie, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir s'ils restaient seuls avec eux-mêmes. Ils ont peur du vide, du silence, de cette voix intérieure qu'ils ont passé des années à étouffer sous le bruit constant des conversations superficielles, des notifications incessantes, des distractions infinies. Lacan appelait cela le registre de l'imaginaire, cette dimension de notre psyché où nous construisons une image idéalisée de nous-mêmes, une image qui n'existe que dans le regard des autres. Nous devenons accros à cette image. Nous en dépendons. Et nous faisons tout pour la maintenir, même si cela signifie sacrifier notre authenticité, notre vérité, notre essence même. Ceux qui préfèrent la solitude ont fait quelque chose de radical. Ils ont choisi de quitter ce théâtre. Ils ont décidé que l'approbation des autres n'était plus la monnaie avec laquelle ils mesuraient leur valeur. Maintenant, écoutez attentivement, car ce qui va suivre va complètement transformer votre compréhension de la solitude. Il existe une différence fondamentale, abyssale, entre la solitude subie et la solitude choisie. La solitude subie est un exil. C'est l'expérience douloureuse d'être rejeté, ignoré, mis à l'écart par un groupe social dont on désespère de faire partie. Cette solitude est effectivement corrélée avec la dépression, l'anxiété, toute une constellation de problèmes psychologiques. Mais la solitude choisie, c'est une toute autre histoire. C'est un acte de souveraineté psychologique. C'est la décision consciente de privilégier la qualité sur la quantité, la profondeur sur la superficialité, l'authenticité sur la performance. Les recherches en psychologie de la personnalité ont identifié quelque chose d'absolument fascinant. Les individus qui recherchent activement la solitude présentent des traits spécifiques qui les distinguent radicalement de la population générale. Ils ont ce qu'on appelle une richesse intérieure exceptionnellement développée. Leur monde mental est si complexe, si stimulant, si riche en pensée, en réflexion, en connexions intellectuelles, qu'ils n'ont tout simplement pas besoin du même niveau de stimulation externe que la plupart des gens. Pour eux, passer une soirée seule n'est pas une privation. C'est une opportunité. Une chance de plonger dans les profondeurs de leur propre conscience, d'explorer des idées, de créer, de réfléchir sans les interruptions constantes que les interactions sociales imposent. Lacan avait cette phrase provocante, « Je pense ou je ne suis pas, donc je suis ou je ne pense pas ». C'est cryptique, je sais, mais laissez-moi vous l'expliquer. Ce qu'il voulait dire, c'est que notre véritable moi n'existe pas dans ce personnage que nous jouons en société,
dans cette performance constante que nous offrons au monde. Notre véritable moi existe dans ces moments de solitude, dans ces interstices de silence où nous cessons de performer, où nous laissons tomber le masque. C'est là, dans la solitude, que nous pouvons enfin rencontrer qui nous sommes vraiment. Et pour beaucoup de gens, cette rencontre est terrifiante. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de personnes ne peuvent pas supporter de rester seules, ne serait-ce que quelques heures? Pourquoi ils doivent constamment avoir la télévision allumée, la musique en fond, leur téléphone à portée de main, toujours connectés, toujours disponibles, toujours en train de consommer du contenu, des informations, des distractions? C'est parce qu'ils fuient. Ils fuient ce que Lacan appelait le réel. Cette dimension brute, non symbolisée de l'existence, cette vérité nue de notre condition qui ne peut être appréhendée qu'en l'absence de distraction. Le réel est effrayant parce qu'il nous confronte à notre finitude, à notre mortalité, à l'absurdité fondamentale de l'existence. Et la société nous offre 1 million de façons de ne jamais avoir à y faire face. Mais voici ce qui est extraordinaire chez ceux qui embrassent la solitude, ils ont développé la capacité de faire face au réel. Non pas qu'ils ne ressentent pas l'angoisse existentielle que cela provoque, ils la ressentent. Mais ils ont appris à la traverser, à l'habiter, à la transformer en quelque chose de productif. Cette capacité est extrêmement rare et extrêmement précieuse. C'est le fondement même de ce qu'on pourrait appeler la sagesse authentique. Pensez aux plus grands penseurs, artistes, créateurs de l'histoire. Presque universellement, ils étaient des solitaires. Pas nécessairement des ermites complets, mais des individus qui comprenaient la valeur inestimable du temps passé seul. Nietzsche errait seul dans les montagnes. Kafka écrivait dans l'isolement de sa chambre. Einstein disait que ses plus grandes découvertes venaient pendant de longues promenades solitaires. Ce n'est pas une coïncidence. La créativité authentique, la pensée profonde, l'innovation véritable nécessitent du temps en solitude. Elle nécessite de s'éloigner du bruit constant des opinions, des jugements, des attentes des autres. Elle nécessite un espace mental que seule la solitude peut offrir. Lacan parlait du concept de séparation comme étape cruciale du développement psychologique. Pour devenir un sujet authentique, un individu doit se séparer de l'autre, doit apprendre à exister indépendamment du regard et du désir des autres. La plupart des gens ne complètent jamais vraiment cette séparation. Ils restent psychologiquement fusionnés avec le collectif, définissant leur valeur uniquement à travers la validation externe. Ceux qui préfèrent la solitude ont, consciemment ou non, effectué cette séparation. Ils ont coupé le cordon ombilical psychologique qui les reliait au jugement constant des autres. Et maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que vous avez probablement déjà ressenti mais que vous n'avez peut-être jamais articulé clairement. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentez plus vous-même quand vous êtes seul? Que certains aspects de votre personnalité, certaines pensées, certains désirs n'émergent que dans la solitude? Ce n'est pas parce que vous les cachez délibérément en présence des autres. C'est parce que la simple présence d'autrui modifie fondamentalement votre état psychologique. En présence des autres, vous êtes toujours, à un certain degré, en mode performance. Vous ajustez, vous filtrez, vous calibrez votre comportement en fonction de l'audience. C'est automatique. C'est inconscient. C'est inévitable. La solitude est le seul espace où cette performance peut cesser. Les études neuroscientifiques récentes ont découvert quelque chose d'absolument stupéfiant. Lorsque nous sommes en présence d'autres personnes, même si nous ne parlons pas, notre cerveau entre dans ce qu'on appelle le mode social, un état de vigilance accrue où des ressources cognitives considérables sont dédiées au traitement des signaux sociaux, à l'interprétation des expressions faciales, du ton de la voix, du langage corporel, à la prédiction des intentions d'autrui, à la régulation de notre propre présentation. C'est épuisant. C'est comme avoir un processeur d'ordinateur qui tourne constamment en arrière-plan, consommant de l'énergie, générant de la chaleur, ralentissant toutes les autres opérations. Quand nous sommes seuls, ce processeur peut enfin s'éteindre. Le cerveau peut entrer dans un mode de fonctionnement complètement différent, un mode qui permet la réflexion profonde, la consolidation de la mémoire, la créativité, l'introspection. Pour les introvertis, pour les personnes hautement sensibles, pour ceux qui ont ce que les psychologues appellent une perméabilité des frontières du soi élevée, ce mode social n'est pas juste fatigant, il peut être littéralement douloureux. Ils absorbent les émotions, les énergies, les états psychologiques des gens qui les entourent comme des éponges. Après quelques heures en compagnie, ils ne se sentent pas juste fatigués. Ils se sentent envahis, submergés, comme s'ils avaient perdu contact avec leurs propres sens.
La solitude n'est pas un luxe pour ces personnes. C'est une nécessité absolue. C'est le processus par lequel ils se recalibrent, se réancrent, redécouvrent où ils finissent et où les autres commencent. Lacan avait cette idée radicale que le langage lui-même était une forme d'aliénation. Que dès que nous mettons nos pensées en mots, dès que nous tentons de communiquer notre expérience intérieure aux autres, quelque chose d'essentiel se perd. Le langage est un système de symboles collectifs, et nos expériences sont uniques, singulières, irréductiblement personnelles. Il y a toujours un décalage, un fossé entre ce que nous ressentons et ce que nous pouvons dire. Et dans ce fossé, notre vérité se dilue, se déforme, devient autre chose. La solitude est le seul espace où nous n'avons pas à traduire notre expérience pour la rendre acceptable ou compréhensible aux autres. Nous pouvons simplement être avec elle, dans toute sa complexité brute et non verbalisée. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant. Il existe un phénomène psychologique appelé la saturation sociale. C'est l'idée que les êtres humains ont une capacité limitée pour des interactions sociales significatives. Le nombre de Dunbar suggère que nous pouvons maintenir environ 150 relations sociales stables. Mais même ce nombre est probablement une surestimation pour la plupart d'entre nous. Nous avons peut-être 5 à 15 personnes avec qui nous pouvons vraiment être nous-mêmes, vraiment nous connecter de manière authentique. Tout le reste, ce sont des connaissances, des relations superficielles, des performances sociales. Ceux qui préfèrent la solitude ont compris cela intuitivement. Ils ont décidé de ne pas diluer leur énergie relationnelle en maintenant des dizaines de connexions superficielles. Ils préfèrent avoir quelques relations profondes et passer le reste de leur temps seuls plutôt que d'être constamment entourés de gens avec qui ils n'ont pas de véritable connexion. Et voici quelque chose que la société ne vous dira jamais. Cette préférence est non seulement valide, elle est peut-être même supérieure d'un point de vue psychologique. Les recherches montrent que la qualité des relations est un prédicteur bien plus fort du bien-être et de la longévité que la quantité. Avoir 2 ou 3 amitiés authentiques est infiniment plus bénéfique pour votre santé mentale et physique que d'avoir 50 connaissances superficielles. Mais notre culture valorise la popularité, le networking, le fait d'être socialement actif. Nous confondons connexion avec collection. Nous traitons les relations humaines comme des cartes Pokémon. Plus on en a, mieux c'est. Ceux qui préfèrent la solitude rejettent cette logique. Ils comprennent que les relations authentiques nécessitent du temps, de l'énergie, de la présence, et que cette énergie est limitée. Lacan disait, l'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'était sa façon provocante de dire que nos relations sont toujours marquées par le malentendu, par le décalage entre ce que nous offrons et ce que l'autre peut recevoir. Ceux qui passent beaucoup de temps en solitude développent une conscience aiguë de ces dynamiques. Ils deviennent observateurs plutôt que participants aveugles. Ils voient les jeux psychologiques, les manipulations inconscientes, les patterns de dépendance qui se jouent dans les relations. Et parfois, simplement voir tout cela est épuisant. Il devient plus reposant, plus honnête, d'être seul. Mais attention, et c'est crucial de le comprendre, il y a une distinction essentielle entre la solitude saine et l'isolement pathologique. La solitude saine est choisie. Elle est productive. Elle vous remplit plutôt qu'elle ne vous vide. Après un temps en solitude saine, vous vous sentez ressourcé, clarifié, plus connecté à vous-même. L'isolement pathologique est différent. C'est une fuite motivée par la peur, par l'évitement, par l'incapacité à gérer les relations humaines. Après un temps d'isolement pathologique, vous vous sentez plus vide, plus anxieux, plus déconnecté de la réalité. Lacan aurait dit que la solitude saine est un mouvement vers le sujet, vers votre propre vérité, tandis que l'isolement pathologique est un mouvement de retrait vers le néant, vers l'effacement du sujet. Comment faire la différence? Posez-vous cette question. Quand vous êtes seul, êtes-vous présent à vous-même? Ou êtes-vous en train de vous engourdir, de vous échapper dans des distractions infinies? Si vous passez votre temps seul en regardant passivement des écrans pendant des heures, en consommant sans fin du contenu, en scrollant mécaniquement sur les réseaux sociaux, alors vous n'êtes pas vraiment en solitude. Vous êtes en train de fuir la solitude en l'occupant avec du bruit. La vraie solitude est active. C'est lire, écrire, créer, réfléchir, méditer, marcher, observer. C'est être avec vos pensées plutôt que de les fuir. Voici une vérité que personne n'aime entendre. La capacité d'être seul est une marque de maturité psychologique. Le psychanalyste Winnicott disait que la capacité d'être seul était l'un des signes les plus importants du développement émotionnel.
Les enfants doivent apprendre à être seuls en présence de la mère avant de pouvoir être seuls tout court. Les adultes qui ne peuvent pas supporter d'être seuls sont, à un certain niveau, psychologiquement bloqués dans un stade de développement infantile. Ils ont encore besoin de la présence constante d'autrui pour se sentir réels, pour se sentir en sécurité. Ceux qui peuvent non seulement tolérer mais apprécier la solitude ont atteint un niveau de développement psychologique que beaucoup n'atteindront jamais. Lacan parlait du concept de jouissance, ce plaisir paradoxal qui est presque douloureux, qui existe au-delà du principe de plaisir ordinaire. La solitude profonde peut être une forme de jouissance. C'est intensément satisfaisant tout en étant parfois inconfortable. C'est ce sentiment de plénitude que vous ressentez après avoir passé des heures complètement absorbées dans une activité solitaire. Lire, écrire, créer, penser. Vous émergez mentalement fatigué mais spirituellement nourri. C'est très différent du plaisir superficiel et éphémère que procurent la plupart des interactions sociales, qui vous laissent énergisé sur le moment, mais étrangement vide quelques heures plus tard. Il y a aussi quelque chose de profondément subversif dans le choix de la solitude. Dans une société capitaliste qui valorise la productivité, la performance, la visibilité sociale constante, choisir de se retirer est un acte de résistance. Vous refusez de participer au théâtre social. Vous refusez d'être un consommateur constant de divertissement et d'interactions superficielles. Vous refusez de transformer chaque moment de votre vie en contenu partageable sur les réseaux sociaux. Vous dites, mon temps, mon attention, ma présence ont de la valeur, et je ne les dilapiderai pas dans des activités qui ne me nourrissent pas réellement. C'est un acte révolutionnaire, même si c'est un acte silencieux, invisible, privé. Pensez à comment notre société est structurée. Les espaces de travail ouverts où la solitude est impossible. Les villes bruyantes où le silence est une denrée rare. Les technologies qui nous rendent constamment joignables, disponibles, accessibles. Tout est conçu pour empêcher la solitude, pour remplir chaque seconde de stimulation, d'interaction, de distraction. Pourquoi? Parce que des gens qui passent du temps en solitude commencent à penser. Ils commencent à questionner. Ils deviennent plus difficiles à manipuler, à contrôler, à vendre. Ils développent des valeurs internes plutôt que d'absorber passivement les valeurs de la culture dominante. Lacan était obsédé par l'idée que nous sommes fondamentalement divisés, que nous ne serons jamais complets, jamais unifiés. Cette division, ce qu'il appelait la fente du sujet, est notre condition existentielle. Nous passons notre vie à essayer de combler ce vide, et la société nous offre des moyens infinis de le faire, consommation, relations, succès professionnel, statut social. Mais rien ne fonctionne vraiment. Le vide demeure. Ceux qui embrassent la solitude ont arrêté d'essayer de combler le vide avec des choses externes. Ils ont appris à habiter le vide, à l'accepter, même à l'apprécier. Parce que c'est dans ce vide, dans ce manque fondamental, que réside notre humanité la plus profonde. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Si vous êtes quelqu'un qui préfère la solitude, vous avez probablement fait l'expérience de la pression sociale constante de justifier votre choix. Les amis qui se sentent rejetés quand vous déclinez des invitations. La famille qui s'inquiète que vous soyez déprimé ou antisocial. Les collègues qui trouvent bizarre que vous préfériez déjeuner seul. Cette pression est réelle et elle peut être épuisante. Voici ce que vous devez comprendre. Vous n'avez pas à justifier votre besoin de solitude plus que quelqu'un d'extraverti n'a à justifier son besoin constant de compagnie. Ce sont simplement des configurations psychologiques différentes, et aucune n'est supérieure à l'autre. Mais voici la stratégie lacanienne pour gérer cette pression. Reconnaissez que le désir des autres que vous soyez plus social ne concerne pas vraiment vous. Il concerne leur propre anxiété face à la solitude, leur propre incapacité à être seul, projetée sur vous. Quand quelqu'un vous dit « tu devrais sortir plus », ce qu'il dit vraiment c'est « ta capacité à être seul me met mal à l'aise parce qu'elle me confronte à ma propre incapacité ». Vous n'avez pas à porter leur anxiété. Vous pouvez reconnaître leurs préoccupations avec compassion tout en maintenant vos limites fermement. Et parlons des limites, justement. Les personnes qui préfèrent la solitude ont généralement des limites personnelles très développées. Elles savent ce qui les nourrit et ce qui les draine. Elles peuvent identifier rapidement les relations et les situations qui sont toxiques pour leur bien-être. Elles ne tolèrent pas longtemps les relations superficielles ou les dynamiques dysfonctionnelles. Ce n'est pas de l'arrogance ou du rejet des autres. C'est simplement une connaissance claire de leurs besoins et le courage de les honorer. Lacan dirait que ce sont des sujets qui ont un accès plus direct à leur désir authentique plutôt qu'au désir de l'autre.
il y a aussi cette dimension spirituelle de la solitude que nous devons aborder. Toutes les traditions contemplatives du monde, le bouddhisme, le mysticisme chrétien, le soufisme, les pratiques méditatives hindoues valorisent la solitude comme chemin vers l'illumination, vers la connaissance de soi, vers le divin. Ce n'est pas une coïncidence. La transformation spirituelle nécessite le retrait du monde social, ne serait-ce que temporairement. Elle nécessite le silence, le calme, l'absence de stimulation externe. Dans ce silence, quelque chose peut émerger, une conscience plus profonde, une connexion à quelque chose de plus vaste que l'ego, un sens de sens qui ne dépend pas de la validation externe. Lacan, bien que profondément séculaire dans son approche, comprenait cette dimension. Il parlait du sujet de l'inconscient, ce quelque chose en nous qui échappe à notre conscience, à notre contrôle, à notre compréhension rationnelle. L'inconscient, dans la théorie lacanienne, ne parle que lorsque le moi conscient se tait. Et quand se tait-il? Dans les rêves, dans les lapsus, et dans les moments de solitude profonde où les défenses de l'ego s'assouplissent. C'est dans ces moments que nous pouvons entrevoir quelque chose de notre vérité la plus profonde, de ce qui nous motive vraiment, de ce que nous désirons au-delà des désirs superficiels que la société nous a programmés à poursuivre. Voici quelque chose d'extraordinaire. Les études sur la créativité montrent que les moments d'insight, ces moments eureka où une solution apparaît soudainement, surviennent presque toujours pendant des périodes de solitude, sous la douche, en marchant seul, juste avant de s'endormir. Jamais pendant une réunion d'équipe ou un brainstorming de groupe. Pourquoi? Parce que la créativité authentique nécessite que le cerveau entre dans un état spécifique appelé réseau du mode par défaut, un état qui ne peut être atteint que lorsque nous ne sommes pas engagés dans une tâche orientée vers l'extérieur. La solitude permet cet état. Le bruit social constant l'empêche. Si vous êtes quelqu'un qui préfère la solitude, vous avez probablement remarqué que vos meilleures idées, vos réflexions les plus profondes, vos moments de plus grande clarté surviennent quand vous êtes seul. Ce n'est pas un hasard. C'est la structure même de la cognition humaine. Votre préférence pour la solitude n'est pas une faiblesse ou un défaut. C'est peut-être votre plus grande force. C'est ce qui vous permet d'accéder à des niveaux de pensée et de conscience que ceux qui fuient constamment la solitude n'atteindront jamais. Mais soyons clairs sur une chose, valoriser la solitude ne signifie pas rejeter toutes les relations humaines. Les personnes qui préfèrent la solitude peuvent avoir des relations extraordinairement riches et profondes. En fait, elles ont souvent des relations plus authentiques que celles qui sont constamment entourées de gens. Pourquoi? Parce qu'elles ne cherchent pas dans les relations à combler un vide existentiel ou à échapper à elles-mêmes. Elles viennent aux relations depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque. Elles peuvent offrir présence authentique plutôt que besoin désespéré. Lacan dirait qu'elles peuvent aimer depuis leur propre désir plutôt que depuis le désir de l'autre. Le paradoxe, et Lacan adorait les paradoxes, c'est que pour vraiment se connecter aux autres, nous devons d'abord être capables d'être seuls. Pour vraiment aimer quelqu'un d'autre, nous devons d'abord avoir un nous-mêmes stable et cohérent depuis lequel aimer. Tant que nous sommes psychologiquement fusionnés avec le collectif, tant que nous dépendons du regard des autres pour nous sentir réels, nous ne pouvons pas vraiment rencontrer l'autre. Nous ne pouvons rencontrer que notre propre reflet, notre propre besoin projeté. La solitude est le processus par lequel nous construisons ce soi stable. C'est la forge dans laquelle l'individualité authentique est créée. Alors, si vous vous êtes toujours senti un peu bizarre, un peu à part, parce que vous préférez une soirée seule avec un livre à une fête bruyante, si vous avez toujours ressenti cette pression de justifier votre besoin de temps seul, si vous avez intériorisé le message de la société que quelque chose ne va pas chez vous parce que vous n'êtes pas constamment social, écoutez-moi bien. Il n'y a rien de cassé chez vous. Vous n'êtes pas antisocial. Vous n'êtes pas défectueux. Vous n'êtes pas moins humain. Vous êtes peut-être simplement plus évolué psychologiquement que vous ne le réalisez. Vous avez accompli quelque chose que la plupart des gens n'accompliront jamais. Vous avez développé la capacité d'être présent à vous-même, d'exister sans avoir besoin de validation externe constante, de trouver suffisance et sens dans votre propre intériorité riche. C'est extraordinairement rare et extraordinairement précieux. Lacan nous a laissé cet héritage, la reconnaissance que nous sommes tous fondamentalement seuls, que la connexion totale avec un autre être humain est impossible, que le langage lui-même crée une distance infranchissable entre les sujets. C'est une vision tragique, peut-être, mais aussi libératrice. Si nous sommes tous fondamentalement seuls, alors ceux qui l'acceptent et l'embrassent ne sont pas anormaux. Ils sont simplement honnêtes.
Ils ont arrêté de courir après l'illusion de la fusion complète et ont appris à trouver beauté et sens dans la séparation elle-même. Votre solitude n'est pas un vide à combler. C'est un espace à habiter. C'est le lieu de votre liberté la plus profonde, de votre créativité la plus authentique, de votre vérité la plus essentielle. La prochaine fois que quelqu'un vous demande pourquoi vous préférez être seul, vous n'avez pas à vous justifier. Vous pouvez simplement sourire et savoir que vous avez accès à quelque chose qu'ils sont encore en train de fuir. Vous avez trouvé le courage de vous rencontrer vous-même. Et c'est peut-être la chose la plus courageuse qu'un être humain puisse faire. Alors embrassez votre solitude. Protégez-la. Nourrissez-la. C'est votre super pouvoir secret dans un monde qui a oublié comment être tranquille, comment écouter, comment simplement être. Et si vous avez trouvé de la vérité dans ces mots, si quelque chose a résonné en vous, partagez cette réflexion avec quelqu'un d'autre qui pourrait en avoir besoin. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui se sent seul dans sa préférence pour la solitude, et ils ont besoin d'entendre que ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Commentez ci-dessous avec votre expérience de la solitude. Qu'avez-vous découvert sur vous-même dans ces moments de silence? Et rappelez-vous, dans un monde de bruit constant, le silence n'est pas vide. Il est plein de possibilités infinies.